Monsieur l'ambassadeur, messieurs les consuls généraux, madame la consul adjointe, madame la conseillère, première conseillère, monsieur l'attaché de presse, mes amis ici présents dans la salle. Nous avons une fois de plus uni nos efforts pour une bonne cause. La loge Robert Gamzon, Aloumim et les fils et filles des déportés juifs de France. Nous avons voulu célébrer dignement la mémoire des millions de femmes, hommes, enfants, juifs, tziganes, homosexuels, résistants, assassinés par les nazis. Lorsque les soldats soviétiques pénètrent à la fin de janvier 1945 dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, ils trouvent quelques êtres humains qui ont, entre guillemets, échappé, fermé les guillemets, à la marche de la mort par miracle. Ils sont 7000 à être libérés par les soldats de la 100e division de la 60e armée rouge. La première unité qui pénètre dans le camp est commandée par le major Anatoly Shapiro, lequel avait été conduit par le résistant français Raphaël Feigelson, qui s'était évadé quelques jours plus tôt. Les éléments que je viens de relater sont fournis par Wikipédia. Évidemment, comme l'a fait remarquer fort pertinemment un ami, la barbarie nazie ne s'est pas manifestée qu'à Auschwitz. Mais ce lieu-là reste le symbole absolu de cette barbarie. Il faudra cependant attendre le 1er novembre 2005, soit 60 ans après, pour que l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution intitulée « Mémoire de l'Holocauste » qui décide que chaque année, le 27 janvier, sera proclamée une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Il est vrai qu'en octobre 2002, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste avait déjà été instituée par les ministres de l'Éducation des pays membres du Conseil de l'Europe. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, messieurs les consuls généraux, d'être venus ici ce soir. Nous savons, pour en avoir fait l'expérience, combien vos agendas sont surremplis. Merci à vous tous, nos amis, de vous être déplacés pour honorer la mémoire de toutes ces victimes. Je voudrais excuser l'absence de Jacqueline Repipeau, ancienne présidente et actuelle mentor de la loge Robert Gamzon, absente pour quelques petits problèmes de santé. Sa contribution sera lue par Valérie, qui elle-même évoquera la naissance de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, qu'elle représente fort bien ici en Israël. Elle évoquera également l'influence de Beate et Serge Klarsfeld, ainsi que le mémorial de Roglit, tandis que Shlomo Balsam, où est-il, président d'Aloumim, parlera d'exemples de reconstruction, de retour à la vie après Auschwitz. La soirée se clôturera par ce que nous avons l'habitude d'appeler dans la loge Robert Gamzon le pot de l'amitié. Mais maintenant, je cède la parole
à monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs les représentants de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, mesdames et messieurs les représentants d'Alumim, mesdames et messieurs les représentants du Bnei Brit, mesdames et messieurs les représentants des associations francophones d'Israël, monsieur le consul général à Jérusalem, monsieur le consul général à Tel Aviv, cher Valérie Spira, chers compatriotes, René Trocaz et moi-même sommes heureux et émus d'être une nouvelle fois parmi vous pour honorer la mémoire des victimes et survivants de l'Holocauste, et parmi eux les 76 000 hommes, femmes et enfants qui furent déportés de France du simple fait qu'ils étaient juifs. Heureux d'abord de constater cette année encore la force et la vitalité de votre engagement, de votre détermination à rendre l'hommage dû à ceux que le régime collaborationniste de Vichy a livrés à leurs bourreaux et à continuer de porter leurs souvenirs. Soyez-en, cette année encore, remerciés au nom de la République. En me rendant ce matin à Roglit, à titre personnel, pour me recueillir devant les noms de nos déportés, je pensais à un jeune homme que je devrais bientôt recevoir à la résidence de France, et dont je souhaite vous dire quelques mots parce que c'est important sur la manière de transmettre la mémoire. Ce jeune homme s'appelle Dov Foreman, il est israélien d'origine britannique. Il a 19 ans. Il est benjamin d'une famille de 3 enfants, mais surtout d'un des 36 arrière-petits-enfants de Lily Ebert, survivante d'Auschwitz. Il y a 3 ans, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait à une vitesse alarmante, Dov et sa famille ont été contraints au confinement, comme nombre d'entre nous. Dov avait donc 16 ans à l'époque. Il aurait pu faire comme tous les jeunes de son âge, chatter en ligne, avec ses amis, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, peut-être lire des livres, rêvons un peu. Or, ce jeune homme, frappé par la recrudescence d'actes antisémites en Angleterre, décide d'utiliser ce temps suspendu pour raconter sur son compte Twitter l'histoire de son arrière-grand-mère Lily. Et à sa propre surprise, ses publications sont partagées, relayées, commentées, tant et plus que Dov décide d'enregistrer Lily pour diffuser directement ses témoignages en ligne. 3 ans plus tard, Dov et Lily cumulent plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ont coécrit un livre, primé par plusieurs journaux, dont le New York Times. Dov a été invité à donner des conférences devant les universités d'Oxford et de Cambridge, le Parlement britannique, Google ou encore les Nations Unies. Il a été reçu successivement par Dani Dayan, le président d'Yad Vashem, par le président israélien Isaac Herzog et par le roi d'Angleterre Charles III. Tous ont salué la contribution de Dov à l'éducation et la transmission de la mémoire de la Shoah aux plus jeunes, défi sans cesse plus important, tandis que le nombre de survivants s'amenuise et que le négationnisme trouve, avec les réseaux sociaux et Internet, des moyens d'atteindre les publics les plus jeunes et d'échapper à la justice. Oh. Excusez-moi. J'arrivais pas à l'éteindre. Chaque année, chaque année nous enlève malheureusement des rescapés dont les témoignages sont irremplaçables. Benjamin Orenstein, Raphaël Esraïd, Elie Buzyn, Moshe Haïgon, le grand poète israélien, décidément. C'est logique. Tout va bien. En fait, on se rend compte évidemment que par rapport aux jeunes, ce qui
fonctionne le mieux dans la transmission, ce sont les témoignages des rescapés. Et dans les lycées, dans les collèges, y compris ici, malheureusement, évidemment, il y en a de moins en moins. D'où la nécessité, d'ailleurs, d'enregistrer absolument tous les témoignages possibles et à en faire une forme diffusable qui parle aux jeunes. Et il faut rendre ici hommage à tous ceux qui ont fait cette transmission, et puis ceux qui, comme ce jeune Dov Forman, comme vous, ont fait leur ce combat pour le souvenir. Je pense par exemple au projet Convoi 77 de Jean Dumayer, à qui j'aurai l'honneur de remettre les insignes de commandeur dans l'Ordre national du mérite en mars prochain. Je pense aussi à Sophie Naoum, documentariste dont les remarquables portraits vidéo de survivants dessinent un panorama collectif et tragique de ce que fut la déportation. Et bien sûr, comment ne pas citer Serge et Beate Klarsfeld, dont l'œuvre inlassable éclairera pour longtemps encore notre chemin. Hein, chers amis, l'histoire alerte le présent, avertissait le président de la République, Emmanuel Macron, à l'occasion du 10e anniversaire du site mémorial du camp des Milles, le 5 décembre dernier. Car les passeurs de temps et d'esprit que vous êtes tirent leur persévérance d'une conviction puissante. L'horreur des camps, l'opprobre des trahisons et des collaborations, l'ignoble tentative d'extermination dont furent victimes le peuple juif et d'autres communautés, ne furent pas des accidents de l'histoire, mais bien le fruit d'un glissement délibéré vers le pire. Et c'est contre ce glissement dont nous retrouvons aujourd'hui les prémices dans de nombreux endroits du monde que nous devons nous prémunir. Comme le président le rappelait en décembre dernier, le régime de la collaboration continue malgré tout de recruter des adorateurs. Et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Il ne tient qu'à nous de résister à ceux qui falsifient l'histoire, à ceux qui feignent d'adopter nos valeurs pour mieux les transgresser. C'est parce que la France se souvient des horreurs du passé et parce qu'elle assume la responsabilité des actions commises au nom des Français par le régime de Vichy, qu'elle combat et continuera de combattre avec une extrême fermeté ces poisons venus du passé. Je le disais déjà l'année dernière, l'État a un devoir d'action au-delà du devoir de mémoire. Nous continuerons donc de nous opposer, chaque fois que nécessaire, aux tentatives de réécrire ou occulter l'histoire, ou pour traduire devant la justice les personnes coupables de violences racistes ou antisémites. Les actes antisémites ont baissé de 25% au premier semestre 2022 en France. Et c'est très compliqué de savoir pourquoi. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'action de l'État, mais il y a aussi des circonstances extérieures. On pourrait parler de la question de la guerre en Ukraine, par rapport à ça et au narratif russe en particulier. Pour ce qui est de l'action que nous avons voulu, au plus haut niveau de l'État, nous devons continuer évidemment dans cette direction, sans laisser baisser notre vigilance. Et permettez-moi ici, bien sûr, d'avoir une pensée particulière pour Ilan Halimi, séquestré et torturé il y a 17 ans exactement, par le gang des barbares, et pour Mireille Knoll, dont le souvenir vit plus que jamais, à travers l'engagement de ses proches en France et désormais en Israël. Et puis, nous continuerons aussi de protéger les victimes d'antisémitisme en milieu scolaire, d'accompagner les équipes enseignantes, de renforcer les programmes d'éducation afin de sensibiliser nos plus jeunes générations. Cela passe en outre par une plus grande régulation de l'espace numérique, où déferlent malheureusement tant de violences. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, je vous avais parlé de la nécessité, et de loi française, pour pouvoir effacer les contenus haineux en ligne, on était à 48 heures pour les effacer. On est passé ensuite à 24 heures. Depuis août dernier, nous sommes à 1 heure. Mais même en 1 heure, on arrive encore à faire des copies et à faire de la transmission. Mais, comme je vous l'avais dit l'an dernier, ça coûte extrêmement cher en réalité,
intéressant pour repérer ça sur Internet. Il n'empêche que, avec cette capacité à enlever les contenus haineux en ligne en 1 heure, on fait des progrès quand même considérables en matière de diffusion de la haine en ligne. Et puis, nous avons nous-mêmes appris que par-delà les âges, par-delà les latitudes, l'engrenage est toujours le même. L'intolérance qui conduit à la discrimination, l'indifférence qui laisse libre cours aux dérives, l'ignorance qui nourrit la haine. Voilà pourquoi nous continuerons de peser de toutes nos forces, d'œuvrer sans relâche dans le monde réel et aussi dans le symbolique. Cette année encore, l'ambassade et les équipes de la France en Israël seront au rendez-vous des commémorations avec plusieurs rencontres culturelles et littéraires proposées par l'Institut français et un très beau projet d'hommage pour les 80 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie, que nous souhaitons organiser en partenariat avec le Beit Lohane Hagetaot, le centre Marek Edelman de Lodz et le mémorial de la Shoah à Paris. En fait, nous sommes confrontés, nous en parlons beaucoup à Yad Vashem, sur l'enseignement et la transmission de la Shoah. Il y a 2 éléments qui se posent. D'abord, effectivement, la perte de plus en plus de survivants capables de transmettre directement, c'est fondamental. Et l'autre phénomène dont nous nous rendons compte, apprendre la Shoah aux jeunes est nécessaire mais pas suffisant pour lutter contre l'antisémitisme. Il y a là quelque chose de terrible. Raconter la Shoah ne suffit pas pour lutter contre l'antisémitisme. C'est comme ça. Et donc, en revanche, ça serait probablement terrible de ne pas l'enseigner, bien entendu. Mais il faut aussi lutter, et je vous invite à le faire, il faut faire pression, en France même, pour que le temps d'enseignement de la Shoah soit supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. On voit dans certaines classes, dans les programmes scolaires, il y a certaines filières, je dirais, l'enseignement de la Shoah, c'est 1 heure, en tout et pour tout, dans une scolarité entière. Et donc là, évidemment, dans d'autres, c'est 6 heures, 7 heures. Ça n'est jamais assez en réalité. Parce qu'on se rend compte que, voilà, lentement, le révisionnisme revient, le négationnisme revient, au niveau des élèves. Et c'est pas seulement en France, c'est en Europe en général. Hier, il y avait un sondage dans les Pays-Bas, en Hollande. 25% des scolaires aux Pays-Bas considèrent que la Shoah est un mythe. 1/4. En Hollande, c'est juste hallucinant. Et donc là, il y a un vrai travail à faire, encore, au niveau européen, et c'est d'abord le travail de nous tous pour arriver à pousser tous les moyens, par tous les moyens, l'enseignement, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi les associations, etc., pour que ceci ne continue pas. Vous connaissez tous la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Nous savons ce qu'est la liberté. Et évidemment, à la fois si belle et si fragile, elle est obtenue au fil des siècles, dans le sang et la douleur. Nous revendiquons suffisamment l'égalité pour savoir de quoi il s'agit, même si ces remises en cause régulières invitent à la vigilance. Et nous avons parfois du mal à définir la fraternité. La fraternité, ce n'est pas la générosité seulement, ce n'est pas non plus l'altruisme, du moins pas seulement. La fraternité, c'est précisément ce qui nous rassemble aujourd'hui. Un sursaut de l'âme, un élan et un acte de confiance collective qui puise dans le plus sombre de l'humanité l'engagement et l'espérance envers l'avenir. Je vous remercie. Peut-être je peux annoncer un projet. Oui. Alors, d'ici la fin de l'année, on va essayer avant les vacances d'été, enfin avant fin juin, mais en tout cas avant la fin de l'année. On va monter avec l'Institut français à Tel Aviv un projet double. C'est comment la bande dessinée et les films d'animation racontent la Shoah. Et on se rend compte que ça touche énormément les jeunes. Bien, je veux dire,
Malheureusement, moi je fais partie de la génération qui peut regarder Shoah plusieurs fois dans sa vie, Nuit et brouillard et la liste de Schindler. Mais les enfants, ça marche plus du tout. Or, il n'y a rien d'autre. Leur plan cinématographique, c'est très dangereux. Il se trouve qu'ils apprécient la bande dessinée et les films d'animation. Eh bien, allons-y. Donc, hier, on a regardé Les secrets de mon père, et un autre, et hier, Charlotte, le film sur Charlotte Salomon. Et ça fonctionne très bien. Donc, il y a là, quand même, une piste pour travailler avec les enfants. Donc, on va faire quelque chose sur comment la bande dessinée et les films d'animation racontent la Shoah. Et dans un deuxième temps, alors, le lendemain ou l'après-midi, etc., comment le fait de raconter n'est pas suffisant. Et qu'il y a quelque chose à embrayer pour étendre, parce que les enfants reçoivent, les jeunes reçoivent, et ce n'est pas suffisant pour lutter réellement contre l'antisémitisme par la culture et l'éducation. Il faut faire plus encore. Et évidemment, nous sommes preneurs de tous vos témoignages en ce sens. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ce que vous nous avez dit était passionnant. Et je crois pouvoir dire, je ne sais pas si la loge Robert Gamson pourrait être partie prenante du projet que vous avez décrit, mais si tel est le cas, nous sommes à votre disposition, nous sommes preneurs. Merci. Merci beaucoup. Valérie, c'est toi qui dois prendre la parole. Merci beaucoup. Et les fils et filles sont aussi preneuses d'un grand sujet sur les enfants. Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, monsieur Éric Danon, monsieur le consul général de France à Jérusalem, monsieur René Trocaz, monsieur le consul général de France à Tel Aviv, monsieur Mathieu Clouvel-Gervaiseau, madame la consul adjointe, monsieur Martin Edouin, conseiller de la presse à l'ambassade, monsieur Jean-Pierre Strauwes, monsieur Shlomo Balzan, président d'Aloumi, monsieur Pierre Dreyfus, président de la loge Bnei-Brit Robert Gamson de Jérusalem, mesdames et messieurs. Merci aux membres du Bnei-Brit de nous accueillir dans leur local pour pouvoir honorer nos chers disparus. Et j'en profite pour souhaiter une bonne santé à votre mentor, Jacqueline Chochat-Robibo. Demain, 27 janvier, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui a été instituée à l'initiative des ministres de l'Éducation des États membres du Conseil de l'Europe en octobre 2002, puis suivie par l'Organisation des Nations Unies. Par une résolution intitulée « Mémoire de l'Holocauste », adoptée le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale a décidé que les Nations Unies la célébreraient chaque année le 27 janvier, à la date anniversaire de la libération par les troupes soviétiques du camp d'Auschwitz. Libération. C'est une action de rendre libre une personne prisonnière, selon la définition de la Russie. Or, le 27 janvier 1945, lorsque les soldats de l'armée rouge rentrent dans le camp d'Auschwitz, il ne restait dans le camp environ plus que 7000 hommes et femmes. Hommes, femmes, qui depuis 9 jours étaient demeurés seuls, sans nourriture, sans soins, dans un camp abandonné et jonché de cadavres. Plus un seul SS. Entre le 18 et le 20 janvier, environ 58 000 hommes, femmes, exténués, avaient été jetés sur les routes par les SS vers d'autres camps dans ce que l'on a appelé les marches de la mort. Devant l'avancée des armées alliées, à des dates différentes, les nazis entraînèrent ainsi des dizaines de milliers de déportés sur les routes vers d'autres camps. En lisant le magnifique témoignage de Primo Levi dans La Trêve, resté à Auschwitz, on se rend compte que l'ouverture du camp d'Auschwitz par les soviétiques se fit au hasard et sans rien de particulier n'était prévu pour nourrir et soigner les déportés restés sur place. Par le plus grand des hasards, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques ont ouvert et non libéré le plus grand camp d'extermination des Juifs. Durant l'année 1945, nombreux sont les camps qui ont été découverts au hasard de l'avancée des troupes alliées. Il faudrait suivre pas à pas ces troupes, raconter leurs rencontres avec des petits groupes de déportés cheminant sur les routes,
ou encore leur découverte de wagons remplis de morts vivants. Une fois les combats terminés, les camps investis par les Alliés, le destin des déportés ne fut pas le même pour tous. Les déportés politiques, les déportés résistants furent accueillis comme des héros en France. Souvent dans les camps, et en particulier à Auschwitz, le typhus est là, dont la propagation fait peur aux Alliés, qui ont gardé le souvenir de la grippe espagnole, si contagieuse. Les camps restent bouclés. Alors que rien n'était préparé, il a fallu improviser. Puis ce fut le retour des déportés juifs, le non-retour de 6 millions de juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, retour à la vie. La vie doit reprendre. Il y a d'autres priorités. Ce n'était plus seulement la fin de la guerre, mais le début du combat pour la paix. Retour à la vie. La vie doit reprendre. Mais pour les familles de déportés, la recherche de leur propre ne fait que commencer. Ma grand-mère paternelle, avec ses 4 enfants, rentre à Paris à la fin de la guerre. Le retour de Suisse. Où aller? L'appartement d'avant-guerre n'était plus libre. De gentils Français l'occupaient avec les meubles de mes grands-parents. Pour pouvoir le récupérer, il fallait prendre un avocat. Et pour cela, il fallait de l'argent. Comme la grande majorité, nous n'en avions pas. Retour à la vie, à la réalité, ou vivre. Une grande-tante avait toujours son studio, donc ils allaient s'y installer à 6. Quant à ma grand-mère, elle n'avait aucune nouvelle de son mari. Qu'à cela ne nous tienne, ma tante, alors âgée de 16 ans, va passer l'année à faire des allers-retours à l'hôtel Lutetia. Hôtel Lutetia, en 1940, les nazis décident d'installer des bureaux de renseignement et de contre-espionnage dans cet hôtel. C'est à la Libération, en 1945, que l'hôtel Lutetia fut réquisitionné sur ordre du général de Gaulle pour devenir un centre d'accueil pour les rescapés des camps de concentration. 18 000 anciens déportés seront conduits. Mon oncle, lui, âgé de 12 ans, ira à la gare de l'Est où revenaient également des déportés. Ma grand-mère n'avait pas le temps d'y aller. 2 enfants en bas âge à la maison, inscrire les enfants à l'école, chercher du travail, chercher un appartement, remplir des centaines de demandes de renseignements pour retrouver une trace de son mari. Des milliers de familles à la recherche de parents accourent à l'hôtel Lutetia, avec ceux qui ont la chance d'avoir une photo de leur cher disparu. Je vous laisse imaginer la différence entre un homme d'avant-guerre et le même après être passé à Auschwitz. Impossible à reconnaître. Petite histoire dans la grande qui est arrivée à un grand nombre de familles. Il y avait souvent un ancien déporté qui vous racontait avoir vu la personne recherchée quelques jours avant l'ouverture du camp. Espoir pour ces familles, même si souvent c'était faux. Le sentiment de culpabilité avait déjà commencé. Donc, selon un ancien déporté, mon grand-père aurait été aperçu à Auschwitz juste avant les marches de la mort. Donc, hors de question d'abandonner les recherches. Il a fallu attendre des années pour savoir qu'il n'avait jamais été à Auschwitz, mais qu'il a été déporté par le convoi 51 du 6 mars 1943 pour le camp d'extermination de Sobibor. Il a fallu attendre 8 ans pour que ma grand-mère demande un certificat de décès. 8 ans d'attente. Retour à la vie. Quant à ma grand-mère maternelle, 25 ans à la fin de la guerre, mère d'une petite fille cachée de 6 ans, résistante de la première heure, elle ne se faisait aucune idée du destin de son mari déporté par le convoi numéro 1 du 27 mars 1942. Elle a quand même attendu 5 ans avant de réclamer un certificat de décès. Elle se remariera avec un de ses compagnons de résistance. Retour à la vie. Dans les années 50, de nouveaux prisonniers de guerre vont revenir en France. Pour ma mère, l'espoir renaissait. Mais dur était le retour à la vie. Mon grand-père ne reviendra pas. De mes 2 grands-pères, que savions-nous? Rien. De ces 80 000 déportés juifs de France, que savions-nous vraiment? Rien. Le retour à la vie après Auschwitz, pour qui? Lorsque les déportés juifs ont voulu raconter l'irracontable, personne ne voulut vraiment les croire. Et puis on n'avait pas le temps. Il fallait reconstruire, revivre. Les familles des déportés devaient retrouver un appartement, du travail et combien de formulaires à remplir. Il a fallu attendre le procès d'Eichmann en 1961. Celui-ci révéla au monde entier l'ampleur des atrocités nazies. De nombreux survivants de la Shoah se sentirent enfin capables de raconter leur histoire. La libération de la parole, un certain retour à la vie. Le 11 mai 1960, jour de l'enlèvement d'Eichmann à Buenos Aires, Serge et Beate se rencontrent dans le métro.
Beat Allemand, fille d'un soldat de la Wehrmacht, et Serge, fils d'un déporté, vont s'unir le 7 novembre 1963. Serge Klarsfeld se rendra en pèlerinage à Auschwitz en 1965. C'est là qu'il décide de s'engager pour la mémoire de la Shoah. Un de leurs premiers combats fut contre Kissinger, le 7 novembre 1968, où Beat n'hésita pas à le gifler. Si je devais vous raconter tous leurs combats, nous serions encore là dans un mois, si ce n'est plus. Serge et Beat Klarsfeld ont créé en 1979 l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Le but de cette association est de faire valoir les droits des descendants de déportés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Serge Klarsfeld fut un des premiers à pouvoir consulter les archives de la guerre. Dès 1975, il commence un long travail de recherche et 3 ans plus tard, il publie la première édition du mémorial de la déportation des Juifs de France. Celui-ci présente la liste de tous les déportés juifs de France, classés par convoi de déportation et par ordre alphabétique dans chaque convoi. L'ouverture officielle des archives lui permettra par la suite de corriger certaines erreurs. Tout était dit dans ce livre mémorial. La mort était identifiée, la mort était signifiée. Ce fut pour beaucoup de familles de déportés la première fois qu'ils ont pu voir inscrit dans ce grand bottin de la mort, comme disait mon père, le nom, prénom, numéro de convoi de leur chère disparue. Ce fut un des premiers, mais pas le dernier. N'oublions pas le mémorial des enfants juifs déportés de France, où Serge et Beat Klarsfeld ont recherché également les photos de nos petits déportés. Environ 5000 photos sur les 11 400 enfants juifs déportés. Retour à la vie? Non, mais retour sur image de leur courte vie. Le 18 juin 1981, Serge et Beat Klarsfeld inaugurent le mur mémorial de Roglitz. Mur de 35 mètres de long et 4 mètres de haut. Retour à la vie? Non, mais une certaine forme de reconstruction. Un lieu, un livre, où le nom de nos chers disparus sont mentionnés. Retour à la vie? Non, mais dans nos cœurs, retour des cendres de nos familles. En 2012, Serge et Beat Klarsfeld réimprime le mémorial de la déportation des Juifs de France. Ce nouveau mémorial de 9 kilos regroupe enfin les membres d'une même famille. Souvent, le père partait par un convoi, la mère par un autre, les grands-parents de leur côté, les enfants seuls. Retour à la vie? Non, mais retour des familles séparées. Ce mémorial comporte le numéro de convoi, le nom, le prénom, le nom de jeune fille, l'âge, la date et le lieu de naissance, l'adresse d'arrestation et le camp de transit avant la déportation. M. Strauès, ici présent, grâce à un travail de longue haleine en collaboration avec Serge et Beat Klarsfeld, a créé un site internet de ce mémorial. Je vous le conseille. De Serge et Beat Klarsfeld, beaucoup se souviennent surtout de leurs recherches d'anciens nazis. Le Guet, Bousquet, Touvier, Papon, Klaus Barbie, Lischka et tant d'autres. C'est très important d'avoir pu juger les principaux collaborateurs de la solution finale. Mais grâce à leur travail acharné, à leur recherche, ils ont pu mettre un visage sur un nom. Oublier nos morts serait les tuer une deuxième fois. Serge et Beat Klarsfeld leur a donné une seconde vie. Un retour à la vie? Non, mais un retour à leur vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie de ce témoignage poignant de ta grand-mère qui attendait avec constance, mais en vain, le retour de son mari. Tu nous as par ailleurs relaté avec beaucoup de sentiments quelle a été l'œuvre de Beat et Serge Klarsfeld, et nous te sommes particulièrement reconnaissants de ce que tu viens de dire, et tu l'as fait avec beaucoup, là encore, avec beaucoup de sentiments. Et je dois dire que les fils et filles de déportés juifs de France ont de la chance d'avoir ici en Israël une représentante comme toi. Merci beaucoup. Merci. Shlomo Balzac, tout le monde le connaît ici. Je n'ai vraiment pas besoin de le présenter.
président d'Alumim, guide en Pologne, je crois, guide dans d'autres pays où les Juifs ont été persécutés. Alors, je crois que j'ai assez parlé, je te donne la parole. Alors, comment on revient et on se reconstruit après la Shoah? L'ouverture des camps n'a rien changé du tout. Il y a même des témoignages que quand les Russes ont ouvert les portes, personne ne voulait bouger. Après, à Paris, tout le monde dansait dans les rues, Papa dansait pas. Il y a une phrase qui revenait, après la guerre, tous les peuples voulaient savoir combien sont morts pendant la guerre. Les Américains, les Britanniques, les Russes, les Français. Il y a un seul peuple qui ne posait pas la question combien sont morts pendant la guerre, et combien il en reste. Et effectivement, on allait tous sur l'hôtel du Tessia, mon père allait chaque jour vérifier qui est revenu, qui n'est pas revenu. Et donc c'est un des premiers problèmes qui dure jusqu'aujourd'hui, c'est de retrouver de la famille. On est 80 ans après, il y a encore des gens qui recherchent. J'ai raconté souvent l'histoire de la dame du côté de Haïfa qui m'a appelé, qui a 78 ans. Shlomo, il paraît que tu sais faire des recherches. Tu peux me dire qui je suis, s'il te plaît? Pardon. Alors, elle était bébé. Ses parents ont été déportés d'un des camps, de Pithiviers, je crois, et la mère l'a laissée sur le quai, dans un berceau, elle était bébé. Et un brave paysan français l'a retrouvée, l'a ramenée après la guerre à Lausée, mais ils avaient mis son nom et son prénom dans le vêtement du bébé. Alors je lui ai dit, mais maintenant, pourquoi vous cherchez maintenant à cet âge-là? Pourquoi pas avant? Il dit, ben, après, à la fin de la guerre, on m'a ramené à Lausée, personne n'est venu me récupérer, on m'a envoyé en Israël, j'ai grandi dans un kibbutz. J'ai fait l'armée en Israël, je me suis marié, j'ai fait un X sur le passé, je construis l'avenir. Je lui ai dit, pourquoi maintenant, à l'âge de 78 ans, vous cherchez? Alors elle me dit, mais mon petit-fils, il fait le devoir pour l'école de l'arbre généalogique, je ne peux pas dire non à mon petit-fils. Donc le premier truc pour se reconstruire, c'était retrouver des gens, et il y a des gens qui continuent jusqu'aujourd'hui à rechercher, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver des familles, et grâce à Internet, à des archives qui sont ouvertes, Klarsfeld a fait ouvrir les archives de la police française en 90. En 1990, donc on a pu retrouver des fiches de la police française où il y a marqué le nom des familles. C'est incroyable. Alors ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, 2 tiers, écoutez bien, 2 tiers des combattants de la guerre d'indépendance sont des rescapés de la Shoah. Des combattants. Alors il y en a un qui s'appelle David Zilbergeld. Alors on le voit là en membre de la Haganah en 1948 en train de se battre. Mais j'ai retrouvé, comme il a un numéro sur le bras, il se bat, il a un numéro sur le bras, je vais faire passer la photo. Il a un numéro sur le bras, il était à Auschwitz, il a survécu à Auschwitz, il est né été déporté de Malines, de Belgique. Et quand il est sorti de la guerre, il avait une vingtaine d'années, il est né en 1924, je crois. Donc il est venu se battre en Israël. Et beaucoup de rescapés de la Shoah se sont reconstruits en venant se battre pour l'indépendance d'Israël. Je leur ai demandé, l'un que je connaissais bien, Noir Klieger, que vous connaissiez. Alors Noir, je lui ai demandé 100 fois, t'étais sur l'Exodus, t'étais à Auschwitz, t'es monté sur l'Exodus et t'es venu te battre ici, repose-toi. Et ils ont tous répondu la même chose. Une fois dans ma vie, je peux me tenir sur mes pieds, être fier de ce que je fais, pas être un esclave ou un objet qu'on a appris. Alors, Noah Klieger, vous connaissez parce que c'était un fou de sport, il était journaliste à l'équipe, il était journaliste à Yediot Ahronot, un des plus grands journaux israéliens, et il témoignait beaucoup. Donc on se reconstruit en venant se battre. Il y en a un autre que peut-être certains d'entre vous ont connu, à Paris, Joris Blatt.
Alors Joe Weissblatt, lui, il est né dans la chambre à gaz. C'est quoi cette histoire? Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Je suis né dans la chambre à gaz ». Pourquoi? Il venait du ghetto de Lodz. Ils ont mis tout un groupe d'enfants dans la chambre à gaz et lui témoigne que le docteur Mengele, celui qui faisait la sélection, a commencé à hurler à 1 minute. Qui a donné l'ordre de faire rentrer les enfants dans la chambre à gaz? Moi j'ai besoin d'enfants pour mes expériences. Faites-les sortir. Et il avait 13 ans, il est sorti, il a survécu, il a fait la guerre d'indépendance, après il s'est installé à Paris, et ceux qui le connaissaient, moi je me rappelle quand il avait déjà plus de 90 ans, il roulait sur une Harley Davidson. Alors il dit, je veux vivre le mieux possible. Il avait une, donc ça c'est Joe Weissblatt. C'est-à-dire, une des façons de se reconstruire, c'est de venir combattre pour la guerre d'Israël. Une autre façon, alors, il y a une jeune fille, une jolie blonde, qui s'appelle Léa Gottlieb. Léa Gottlieb, elle arrive, elle est de Roumanie. Comme elle est blonde, son mari a été arrêté dans les camps roumains qui étaient terribles, en Transnistrie. Et comme elle était blonde, elle met une grande croix, elle prend un bouquet de fleurs, elle rentre dans le camp, personne ne fait attention à elle, tout le monde dit c'est sûrement la copine d'un des gardiens, elle va réussir à faire évader son mari. Elle arrive en Israël, après la guerre, et Léa Gottlieb va inventer, écoutez bien, dans les années 50, c'est une des premières, la plus grande start-up israélienne. Je ne sais pas si vous connaissez Gotex. Gotex, c'est les... Alors, c'est une rescapée de la Shoah, Gottlieb, Gotex. Je crois que ça a été racheté par Adidas maintenant. C'était une des plus grandes firmes de maillots de bain, notamment féminins. Et sur tous les maillots, il y a des fleurs. Alors, on a demandé pourquoi il y a des fleurs sur tous les maillots. Il dit, c'est comme ça que j'ai sauvé mon mari pendant la Shoah. Il n'y a pas des fleurs sur tous les maillots. Ok, donc ça c'est Léa Gottlieb. Une autre façon de se reconstruire, alors je vais parler d'Aloumim. Alors d'abord, les gens d'Aloumim, les enfants cachés en France pendant la Shoah, ils se sont reconstruits réunis en 1993. J'aurais dit pourquoi tellement tard? Je dis les enfants cachés, on n'était rien pendant la guerre. Il y a même Israël Liechtenstein, qui était président avant moi, qui avait dit les meilleures années c'était pendant la guerre. Je dis pardon? Comment tu peux dire ça? Ben, j'étais petit, j'étais caché chez des paysans, j'étais heureux, la nuit je pleurais, mais le jour on jouait. Et on m'avait dit c'est les grandes vacances, papa et maman vont revenir. Et en 1945, comme ça, la phrase des gens de Aloumim, beaucoup, ma guerre a commencé en 1945. Quand on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de famille, qu'il n'y avait plus rien. Alors les gens d'Aloumim écrivent, Betty, appelle Kepernenou écrit, Bert Badiri vient d'écrire un livre, Meira Barer a écrit un livre, comme un tison sauvé du feu. Berthe, elle raconte comment elle était cachée au Montcel, en Savoie. Et donc, un des moyens de se reconstruire, c'est de se réunir, de reconstruire le passé et surtout de raconter. Qui va raconter? C'est les enfants cachés. C'est pas les rescapés directs des camps. C'est la génération entre les... Mais on a quelque chose à dire, donc un des buts de la reconstruction, c'est de parler, demander à Betty, elle ne veut pas, elle raconte son histoire partout. Ok, donc il y a beaucoup de choses à faire. Une des façons de se reconstruire, je vais parler de Gabi Hochman, de notre copine Gabi de Aloumim. Elle a mis à peu près, si j'ai bien compris, plus de 50 ans à retrouver la bonne sœur qu'il a retrouvée, qu'il a sauvée pendant la guerre. Alors j'ai demandé une fois à Gabi, mais pourquoi, après 50 ans, tu fais encore des recherches pour savoir qui t'a sauvé? Alors elle a dit comme ça, j'étais un enfant caché, mais j'étais une enfant sage, je suis obligé de dire merci. Et un des boulots de Aloumim, particulièrement, pas seulement, il y a ici dans la salle des gens qui ont retrouvé des justes maintenant,
Ils sont assis là, c'est de dire merci à ceux qui nous ont sauvés. Et ces dernières années, notamment en France, chez Strovaïs-Hussein, on retrouve beaucoup de gens qui ont sauvé des Juifs parce qu'il n'y avait pas de documents. Beaucoup de gens qui étaient des enfants ne se rappelaient pas où ils ont. Gabriel l'a retrouvé par hasard parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui était caché dans le même couvent, qui était un peu plus vieux, qui se rappelait du village. Donc elle a fait remettre à Marie-Rose, à sœur Marie-Rose, la médaille des justes. Alors, je ne vous dis pas la cérémonie fleurait. Un des membres d'Aloumé, Méhoudlev, a été sauvé par une dame. Et quand il y a eu le discours, le petit-fils de la dame qui a reçu qui a reçu la médaille, le petit-fils a dit, écoutez, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Elle avait fait quelques classes dans un village et une ferme. Elle vivait avec une vache, un peu, bon, ouais. Elle n'avait rien. Il y avait un puits, il n'y avait pas de robinet. Et ma grand-mère n'avait rien, elle avait une seule chose, un cœur. Il a rajouté une phrase. Et ceux qui savaient lire et écrire n'étaient pas forcément du bon côté. Comme Céline, comme Jean Giraudoux. Je me suis fait virer je crois que j'ai raconté une fois, du lycée Jacques Lecourt, parce que j'avais fait une rédaction sur Jean Giraudoux. J'avais écrit, il écrit bien, 2 points, mais c'est un salaud. C'était un nazi pro Jean Giraudoux, un grand écrivain. Et ceux qui ne savaient pas lire avaient un cœur. C'est ce qui est arrivé à Louise Roger, s'appelle celle qui a sauvé Ehud-Lev et Chrono Libraha. Donc la reconstruction est aussi en disant merci. Et dernière chose, à Yad Vashem, quand on dit le retour à la vie, le retour à soi, alors j'ai un copain à Yad Vashem, un Polonais, qui s'appelle Romuald Baskinel. Il était prêtre en Pologne, né dans une famille catholique, prêtre en Pologne. Et quand il a 35 ans, il est prêtre. Sa mère polonaise lui dit, écoute, j'ai un secret. T'es juif. En fait, il était circoncis. Il ne comprenait pas pourquoi tous les autres garçons se moquaient de lui à la douche. Mais il n'a jamais su qu'en fait, sa mère du ghetto, un des ghettos de Benching, à côté de Bialystok, a couru, quand on a commencé les rafles, chez une voisine chrétienne, sauver mon bébé. Et la chrétienne, la famille Baskinel, a sauvé le bébé, l'a élevé comme catholique. Enfin, il avait 3 mois. Il a grandi comme catholique, il était amoureux de Jésus. Il veut devenir prêtre. Ses parents ne sont pas tellement enthousiastes, mais bon, il veut être prêtre. Il est prêtre, et quand la mère polonaise décède, elle lui dit « t'es juif ». Alors, toute sa vie, boum, elle s'écroule. Et il ne sait pas quoi faire. Il y a une bonne sœur qui lui dit, il y a un pays qui s'appelle Israël. Il y a plein de juifs, peut-être de la famille. Il arrive ici, et il y a une réunion des anciens de Bialystok. Et donc il va, il y a une quarantaine de personnes, des personnes qui sont rescapées de la Shoah, bien qui sont venues avant la guerre de la ville de la région de Bialystok. Alors il lui demande comment tu t'appelles. Il dit je ne sais pas, mais ma mère, je ne sais pas mon nom. Je sais simplement que je viens de la ville de Vichiagne, à côté de Bialystok, et que mon père était tailleur. Tout le monde se lève. Wexner. Et il découvre son nom. C'est-à-dire qu'un prêtre, à l'âge de 35-38 ans, a découvert qu'il était juif. Et comme il travaille à Yad Vashem aux archives, parce qu'il parle toutes les langues, il est revenu au judaïsme. Je lui dis, mais pourquoi À un moment, il me dit, il était entre les deux. Je peux continuer à aimer Jésus. Je lui dis, tu fais ce que tu veux. Alors, et un jour, il dit, je veux être juif. Parce que l'église, Radio Maria, l'église polonaise, l'a jeté comme le dernier des derniers.
Donc il est devenu juif. Et il y a juste avant le corona, on lui a fait sa bar mitzvah. À l'âge de 78 ans, il a fait sa bar mitzvah. Là, on était l'année dernière dans la synagogue de Yad Vashem. On avait fait une des cérémonies. Donc il y a beaucoup de gens qui retrouvent l'identité jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est le retour à la vie. Dire merci, se retrouver soi-même, retrouver sa judaïté, se battre, réussir, comme Léa Gottlieb, faire des belles choses, raconter, comme Betty et d'autres de Aloumé. Et voilà à peu près ce que je voulais dire sur le retour à la vie. Et ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que maintenant on est les enfants cachés. La deuxième génération, moi je suis né en 48, on commence maintenant à se reconstruire en apprenant encore des détails et encore des détails qu'on retrouve. Grâce à Serge, j'ai trouvé plein de choses. Et maintenant c'est plus ou moins online. Donc on peut encore découvrir en deuxième génération. C'est ce qu'on appelle le retour à la vie. Merci de m'avoir écouté. Ça dépend du chef. Pas maintenant, madame. Peut-être après, on verra. Ok, d'accord. Shlomo, je voudrais simplement te dire qu'on t'écouterait pendant des heures parler de Jo Weissblatt, né dans une chambre à gaz. On t'écouterait parler de Léa Gottlieb. Nos épouses ont presque toutes des maillots de bain Gotex. Hein? Et bien Gotex, c'est Léa Gottlieb. Merci de nous avoir rappelé ce détail extrêmement important. Et merci de nous avoir parlé avec beaucoup de sentiments d'Aloumine que tu animes avec beaucoup de bonheur. Merci Shlomo. Alors maintenant, je voudrais demander à Valérie de bien vouloir lire le texte que notre amie, ancienne présidente de la loge Robert Galzon, mentor actuel de la loge Robert Galzon, Jacqueline Robigot, aurait tellement aimé lire elle-même, mais on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons de santé, elle ne peut pas être parmi nous, et elle m'a dit de demander à Valérie de bien vouloir lire son texte. À toi, Valérie. Juste en aparté, avant de lire le texte de Jacqueline, Jacqueline et ma maman, qui n'est plus là, se sont connues ici à Jérusalem, grâce au Bnei-Brit. Et en discutant toutes les deux, dès le départ, ton père, et le papa de Jacqueline est parti par le premier convoi, et le papa de ma maman est parti par le premier convoi. Alors, ce qui rapproche énormément. Il y a des associations, le convoi numéro 5, 73, il n'y a pas d'association du convoi numéro 1, mais c'est pareil, c'est les mêmes histoires. Est-ce que leurs pères se sont connus, pas connus? Et puis, elles venaient de la même région de Russie. Et puis, elles ont eu une vie d'éducation tellement les mêmes, avec leurs mamans qui ont perdu, donc leur papa, leurs mamans qui sont remariées. Et tellement de choses, c'est comme une deuxième maman pour moi, donc de lire son texte, je vais essayer de le lire normalement. C'est un peu... Voilà. En ce jour de la commémoration de la Journée internationale de la Shoah, le terme choisi étant « se reconstruire, retour à la vie ». Les rescapés des camps et les enfants cachés ont dû réapprendre à vivre et à se reconstruire. 26 août 1945, libération de Paris. Les Français chantent et dansent dans les rues, sauf les Juifs français ou étrangers. Les enfants cachés, les revenants de la marche de la mort, reviennent à Paris. Août 1945, Frida Chauchat est allée chercher sa petite fille Jacqueline Chauchat dans sa famille d'accueil à Laigne, en Côte d'Or. Elle ne s'était pas revue de 1942 à 1945. Frida Chauchat
Maman a elle été cachée à Saint-Dizier, près de Roanne. Je pleurais en quittant la famille Osterberger. Je ne connaissais pas maman. J'allais vers l'inconnu. Maman et moi faisions connaissance. Nous sommes revenus à Paris seuls toutes les deux. Maman ne me parlait pas de mon père, Henri Hidel-Chauchat. Nous sommes revenus au 10 de la rue du Docteur Goujon, dans le 12e arrondissement. Tous les problèmes administratifs devaient être résolus par maman. La seule solution pour elle a été de me mettre momentanément en pension. La pension des Lilas, porte de Montreuil. Dans la semaine, maman allait régulièrement à l'hôtel Lutetia, espérant le retour de mon père. Un jour, alors qu'elle posait des questions, un rescapé s'approcha d'elle. J'ai connu Hidel-Chauchat. Il était dans le même Maranais que moi. À l'ouverture des portes d'Auschwitz, j'étais dans un train et lui dans celui qui partait vers la Russie. Maman a toujours attendu le retour de mon père, persuadée qu'il était retourné en Russie. Les Russes avaient besoin d'ingénieurs chimistes, ce qui était la profession de Hidel-Chauchat. Se reconstruire, le retour à la vie. Je me dois de rendre hommage à Frida Chauchat, née Schauder, à Sarrebourg, dans la Sarre, le 7 juillet 1907. Élevée dans un milieu de la bourgeoisie juive de Sarrebourg, auprès de ses deux frères aînés, jeunesse choyée et gâtée, rien ne la préparait à affronter les terribles épreuves qu'elle a dû assumer. En 1936, elle rencontre à Paris Hidel-Chauchat, ingénieur chimiste lituanien, mon père ayant créé une entreprise de tannerie de fourrure à Montreuil-sous-Bois. Ils se marient et en 1938 naît leur petite fille Jacqueline. 1941, tous les biens des Juifs étrangers sont confisqués. Compte bancaire, arianisation de l'usine, située 32 rue Foch. 20 août 1942, première rafle des Juifs étrangers à la sortie du métro République, 11e arrondissement. Véhiculé à Drancy par moult bus de la RATP, sous escorte de policiers français. Maman et moi partons en zone libre, assignés à résidence à Ney, dans les Pyrénées. Maman reçoit un papier de la préfecture de police lui indiquant que Hidel-Chauchat sera transféré de Drancy vers une destination inconnue. Nous revenons à Paris. Un des frères de maman, Hermann Schauder, étudiant en médecine à Paris, est alerté par un de ses confrères, le professeur Bourgeois. Il faut séparer très vite Frida de sa petite fille, compte tenu du danger qu'elles encouraient. Début 1942, maman confie sa petite fille à une étrangère, Suzanne Osterberger, secrétaire du professeur Bourgeois, pour l'emmener à l'Aile, Côte d'Or, près de Dijon, où ses parents vont prendre en charge une petite juive. Sidération de Frida Chauchat, qui n'avait pas d'autre choix. Jacqueline avait 4 ans et partait vers l'inconnu. C'est alors que maman s'est révélée à elle-même, avec un courage et une détermination extraordinaires. Elle a fait face à cette situation inédite. Mon père était toujours à Drancy. Sur recommandation d'amis, maman est partie à Saint-Lizier, près de Roanne, où elle devint serveuse dans une brasserie, établissement Fernand Roux, de 1942 à 1945, sans aucune nouvelle de sa petite fille. 27 mars 1942, déportation de Hidel-Chauchat, convoi numéro 1, Auschwitz, d'où il n'est jamais revenu. À partir de ce moment, maman a géré et maîtrisé la situation. Reprendre contact avec le nouveau propriétaire de l'usine de mon père, les établissements Chauchat, m'inscrire à l'école communale de Picpus dans le 12e, remplir les papiers envoyés par la mairie pour que Jacqueline Chauchat soit inscrite comme pupille de la nation, réorganiser notre vie. Elle a fait preuve d'une telle volonté, d'un tel courage, qui jusqu'à aujourd'hui me servent d'exemple. Maman s'est reconstruite psychologiquement. Sa petite fille Jacqueline a vraiment fait un retour à la vie qu'en faisant son alia, après avoir construit une vie familiale et professionnelle à Paris. Chaque vie est un monde, les survivants ont propres mots. Réflexion de la commémoration annuelle de la Shoah par le Débrit international, Jacqueline Chauchat Robipo, Jérusalem, le 26 janvier 2023. Merci Valérie d'avoir lu avec tellement de sentiments le texte de notre amie Jacqueline, au point qu'on pouvait se demander si ce n'était pas toi qui l'avais rédigé, mais je sais que ce n'était pas toi, et que c'était bel et bien Jacqueline.
Et je voudrais saluer la présence de notre ami Pompère, ici, qui vient de nous rejoindre. Il est à la tête d'un musée de la résistance juive, c'est bien cela, hein, qui collabore avec le Pnébrit. Le Pnébrit est partout. Hein. Et je voulais vous dire que nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir et que nous avons ici dans la salle une de nos sœurs qui va prendre contact avec vous. Tu prendras contact, si tu veux bien, avec l'ami Pompère, parce qu'elle a des éléments qui peuvent éventuellement vous intéresser. Alors on a parlé de la résilience, de la résilience des nôtres, de la résilience du peuple juif. C'est quelque chose qui existe d'évidence. Et nous en avons une illustration ce soir, en ce sens que nous avons terminé nos récits les uns et les autres, et nous vous invitons à monter un étage pour ce que nous avons, on l'a dit tout à l'heure, ce que nous avons l'habitude d'appeler à l'intérieur de la loge Robert Canzon, le pot de l'amitié. C'est une manifestation évidente de résilience, et vous verrez que nos sœurs, car on s'appelle frères et sœurs à l'intérieur du Pnébrit, eh bien, nos sœurs nous ont concocté un pot de l'amitié assez extraordinaire. Merci à nos sœurs, merci à celles-ci de nous avoir fait cela. Voilà ce que... Je voulais vous dire que des exemplaires de l'actualité juive vous attendent au début à côté de la porte.